Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics. On peut le dire, we're back! Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode The Trick Play Preview. Aujourd'hui, direction Los Angeles. Non, pas pour le programme que vous pensez, pour l'autre, UCLA. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Val. Salut Val. Salut Baptiste, salut tout le monde. Alors, je sais que UCLA, c'est une fac que tu apprécies, il me semble, hein. Ouais, bah c'est ma première petite casquette universitaire que j'ai achetée. J'aime bien, j'ai connu, je les ai un peu découverts quand j'ai découvert le college football américain, mais plus particulièrement en 2014 avec notre magnifique Brett Hundley qui a fini aux Packers derrière. Donc ouais, ça, je suis un petit peu quoi. J'aime bien. Alors, paradoxalement, c'est l'équipe de LA dont on a moins parlé sur l'intersaison, et pourtant, c'est quand même celle qui a fait la meilleure saison 2021, avec un joli bilan de 8-4. Alors, il s'est alterné le bon et le moins bon. Alors, le bon avec finalement ce bilan de 8-4, hein, je dirais pas inespéré, mais voilà, on sentait UCLA un petit peu en difficulté ces dernières années malgré l'arrivée de Chip Kelly. Donc, une saison 2021 très correcte, on va dire, avec voilà, des belles victoires, notamment contre USC dans le match de rivalité, contre California, contre Colorado, contre Washington, mais aussi des défaites qui font un petit peu plus tâche, notamment contre Fresno State dans un match très serré, probablement peut-être le match de l'année, hein, pour UCLA, une défaite contre Oregon, une défaite contre Utah. Voilà, un bilan correct, on va dire, au vu de la saison, avec notamment mené par un quarterback d'ITR dont on va revenir un petit peu plus tard, voilà, qui a fait un peu le pluie et le beau temps, en fait, on va dire, du côté de Westwood. Donc voilà, donc des fondations, il me semble, pourquoi pas solides pour cette année, mais pas mal de transferts, hein, enfin, des départs du côté des transferts et quelques arrivées, mais pas tant que ça au final, hein, Valentin, c'est ça, hein. Ouais, il y a eu quelques petites arrivées sur des postes clés, mais honnêtement, en vue du nombre de transferts côté départ, ça fait un petit peu peur. Donc on va essayer de voir ça après quand on va détailler les postes, mais c'est pas extraordinaire, on va dire, cette intersaison pour UCLA. Je te propose de commencer par l'attaque, Val, avec probablement la star de cette équipe, Dorian Thompson Robinson. Oh là, attends, j'ai eu un, j'ai eu un brain fart, oui, c'est ça, Dorian Thompson. Ouais, c'est bien. Désolé, Gus, il va devoir couper. Je te propose de démarrer avec l'attaque et probablement le joueur star des Bruins, en la personne de Dorian Thompson Robinson, le quarterback. Ouais, bah qui revient pour sa saison super senior, donc il sera QB titulaire, hein. Lui qui avait enfin sorti une saison correctement bonne, allez, on va dire bonne quand même, parce que c'est un ratio, je crois, de 20 TD pour 5 inter. Lui qui était un énorme prospect et qui avait été assez décevant. Donc il revient pour sa saison super senior et vous allez voir quand on va présenter le reste de l'attaque, moi je ne comprends pas tellement pourquoi il revient. Et la seule réponse que j'ai, on a parlé un petit peu juste avant avec Baptiste, c'est que bah, le mec, juste il kiffe la vie universitaire et il veut utiliser cette saison Covid, là, cette saison en plus pour kiffer un an de plus, continuer à faire ses petits vlogs là sur YouTube. Je vois que ça. Parce que c'est vrai que, comme tu dis, côté receveur, c'est quand même, ça va être compliqué, on dirait, hein. Bah ouais, déjà tu as la perte de Kai Phillips, hein, excellent slot, excellent receveur, peut-être le meilleur receveur de UCLA, mais ils ont perdu Chess Cota, leur deuxième meilleur receveur, je parle bien du poste parce que c'était Greg Dulcich, le deuxième meilleur catcheur de ballon. Donc Chess Cota qui est parti à Oregon, si je dis pas de bêtises, et il avait seulement 18 catchs la saison passée. Donc sur une saison entière, vous voyez que c'est vraiment pas beaucoup. Donc on se retrouve avec Cam Brown, pardon, comme meilleur receveur de l'effectif, qui a catché 17 de ses 24 ballons la saison passée. Donc c'est un petit peu juste. On a le retour aussi du running back hybride receveur Kazmer Allen. Ça c'est plutôt pas mal. À voir comment il va être utilisé, mais je pense que ça va être une pièce maîtresse de cette attaque. Et puis enfin, Baptiste, peut-être une bonne nouvelle, ou presque pour tiers, c'est Jack Bobo, le transfert de Duke, qui sera là pour apporter un petit peu d'expérience après une bonne saison avec les Blue Devils, donc Duke.
Il nous avait sorti une saison à presque 800 yards. Après, j'ai une petite fun fact ou pas trop sur Bobo, c'est qu'il a marqué que 3 TD en 4 saisons. Donc c'est quasiment ridicule, quoi. Il fait avancer les chaînes, mais il marque pas trop, quoi. C'est ça. On peut dire ça comme ça. Ouais, en Bon, plus, il me semble qu'il était troisième équipe de la CC l'année dernière, donc c'est quand même quelqu'un avec, comme tu dis, qui va apporter pas mal d'expérience. Un autre transfert, non, aussi, il me semble plutôt intéressant. Enfin, à voir ce que ça va donner, quoi. ouais, c'est Titus Mokiao qui vient de UCF, ancien 4 étoiles de la classe 2021. Et c'est un ancien 18e meilleur athlète du pays. Donc, il avait fait une petite saison freshman à une centaine de réceptions, je crois, si je dis pas de bêtises. Donc, à voir, c'est quand même assez intéressant. Et je pense qu'il va trouver une place de numéro 2, numéro 3 assez rapidement dans cet effectif qui est quand même assez faible, dans cette escouade de receveurs assez faible. Côté tight end, il y a eu la perte de Greg Dulcich, t'en parlais tout à l'heure. Après, il y a une belle classe de 2022, je crois, au niveau du recrutement. Exactement. Et pourquoi on parle de la classe 2022? Parce qu'il y a personne, en fait. Il y a vraiment personne. Donc, on a Pedersen qui était top 8 tight end et Ryan top 13. Donc, il devrait être dans la rotation de Michael Ezeki, seul tight end de l'effectif avec un petit peu d'expérience. Donc, à voir comment le système offensif va se mettre en place, mais avec aussi peu de bons receveurs sur le terrain. Peut-être on va peut-être avoir un petit peu plus, potentiellement un Pedersen ou un Ryan sur le terrain s'ils peuvent apporter sur l'attaque à la passe. Est-ce que tu penses pas, du coup, que le salut pourrait passer par peut-être le meilleur joueur du côté des Bruins, c'est Zach Charbonnet, parce que il n'est pas si mauvais que ça quand même à la réception, quoi. Écoute, il se démerde, mais le problème, c'est qu'on va partir sur une attaque unidimensionnelle. Déjà qu'il va énormément courir en vue de l'effectif de receveur. Si en plus on lui passe la balle, déjà on risque de le péter. Et ça va être une de nos questions sur la fin de l'épisode. Le problème, c'est qu'il est un petit peu tout seul. Donc on peut ramener le running back hybride receveur Casimir Allen, qui lui devrait réceptionner un peu plus de ballons, comme il le faisait la saison passée, et puis qui en plus pourra apporter en special team. Donc je pense que Zach Charbonnet devrait plutôt se contenir sur son rôle de running back pur, même si c'est vrai qu'il a des qualités pour la réception. Mais on devrait vraiment voir Casimir Allen dans ce rôle-là et Keegan Jones en tant que numéro 2, puisque Brittain Brown, l'ancien numéro 2 de cette escouade de running back, est parti en NFL. Ça marche. Un petit mot sur la ligne offensive, ou bon, ça n'a pas l'air d'être la panacée, hein. Écoute, non, perte de Sean Ryan aux Packers, Alec Anderson en non-drafted free agent, il me semble. Et puis, t'as pas de noms qui ressortent, et t'as pas mal de redshirt junior, de redshirt sophomore qui seront possiblement sur le terrain, excepté le super senior Marazzo, qui était le centre, et Duke Clemens, le guard senior, qui est pas trop mauvais, mais c'est rien de fou et même dans le futur, tu te dis que il y a possiblement pas un qui va finir drafté ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment pas du très très haut niveau et c'est assez inquiétant pour une attaque qui aura besoin d'une bonne O-line pour faire courir Charbonnet ou protéger DTR qui va avoir besoin de temps pour lancer à ses receveurs avec qui il n'a pas une énorme connexion. Et assez paradoxalement, on n'en avait pas trop parlé, mais l'offensive line de l'année dernière était plutôt bonne, et je pense que c'était aussi ça explique les très bonnes saisons de Dithiar et de Zach Charbonnet. Donc attention, s'il y a une perte de qualité au niveau de l'OL, que l'attaque se retrouve pas un peu dans la panade, parce que on sait que les équilibres entre une bonne attaque et une attaque plus compliquée, c'est souvent l'offensive line. Et là, voilà, c'est pas parce que l'année dernière ça fonctionne du côté des Bruins que ça sera le cas cette année. On a fait un topo rapide, enfin un topo en tout cas général de l'attaque. On passe à la défense avec quand même un gros changement, c'est le départ du défensif coordinateur Jerry Azinaro, qui a arrêté sa carrière, qui a démissionné. Il avait quasiment 70 ans, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est Bill McCorven qui prend sa place. Un petit mot sur Bill McCorven, Val? J'ai vu qu'il a été coach de linebacker ces dernières années en NFL, mais rien de plus. Donc c'est possiblement son premier taf en tant que cordeau défensif. Donc tout nouveau, il va falloir qu'il s'adapte assez vite dans cette défense de Miami qui aura grand besoin d'un cordeau défensif de qualité vu le peu de talent qu'il y aura dans cette défense. Parce que je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il y a énormément de pertes et le staff va, d'après ce que j'avais lu à droite à gauche, il s'espère quand même qu'il y ait des stars qui émergent, parce que ça a l'air, sur le papier, c'est un peu pauvre, quoi.
Bah, c'est exactement ça. Quand tu regardes déjà sur la D-line, bah, tu as la perte de Otito Ogbonia pour la défense, mais tu as une perte de 4 edge, de quelques D-line, donc je vais pas tous les citer, mais c'était des anciens quand même 4 étoiles, des trucs comme ça. Donc, qui on a fait venir pour compenser ça? On a fait venir Gary Smith de Third sur l'intérieur de la D-line en provenance de Duke. On a l'arrivée des deux frères Murphy en provenance de North Texas, qui sont deux edge. Alors, moi, je les aime beaucoup. Je trouve que c'était deux joueurs à suivre un peu dans le portail des transferts parce qu'ils ont très bien produit à eux deux. Ils sont à 16 sacs la saison passée, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, ça s'arrête là. Et puis, tu as une petite surprise. Layatou Latou, ancien top 6 WDE de la classe 2019, donc celle de Thibodeau, qui a été drafté la saison passée, enfin la draft passée, qui avait pris sa retraite médicale et qui n'avait joué que quelques matchs en 2019. Donc voilà, à voir quoi. Si ça marche bien, bon bah tant mieux. Mais on va dire que sur cette D-line, globalement, c'est moyen. Et on est avec trois transferts pardon, qui seront très sûrement titulaires, qui viennent quand même de fac inférieures et qui sont pas incroyables. Donc à voir de comment ça se passe aussi la transition sur un niveau un petit peu plus supérieur. C'est vrai que les deux frères Murphy, c'est plutôt un bon coup là. C'est vrai qu'il fait du bon taf du côté de North Texas. Des départs anciens du côté des linebackers, malheureusement. Bah ouais, Caleb Johnson qui est parti, qui a transféré, et Mitchell Agoudé qui a transféré lui aussi à Miami, hein, les deux qui sont partis à Miami. Donc on a la perte de deux titulaires, mais on a quand même, là c'est quand même un bon point, une grosse arrivée qui est celle de Darius Massao, si je le prononce bien, ancien linebacker de Hawaï qui sort d'une saison assez monstrueuse à 108 plaquages, 7 sacs, 5 fumbles forcés, un fumble recouvert, une inter, 4 passes défendues. Donc ça, c'est très intéressant. Et pareil, en 2020, il avait sorti une très belle saison à plus de 100 plaquages. Donc c'est vraiment une très belle arrivée. Mais pareil, hein, Hawaï, donc il va falloir quand même avoir une petite transition sur le niveau supérieur. Et malheureusement, il sera un petit peu tout seul puisque j'ai pas d'autres noms à vous donner. C'est pareil, ce sera du sophomore, du freshman. Donc c'est l'inconnu un petit peu, on va dire. Ouais, c'est ce que je disais un peu avant. Il faut qu'il y ait des noms enfin, en tout cas des joueurs qui progressent et qui fassent leur place dans l'effectif parce que sinon ça va être compliqué. Même constat du côté des DB, des pertes et pas forcément de grosses, on va dire, de grosses certitudes, hein, c'est ça, hein. Exactement, déjà sur les DB, sur les safety, on a la perte de Quentin Lake, donc même si c'était pas le plus intelligent sur le terrain, c'était quand même un titulaire. Tu as le meilleur plaqueur, Quantrez Knight, qui n'est plus là. Donc en vrai, la seule vraie bonne nouvelle dans ce backfield, c'est le retour du super senior Stéphane Blaylock, qui sera un petit peu suppléé par Martel Irby, qui a eu un petit peu de temps de jeu la saison dernière, mais derrière, c'est de l'inconnu, donc on ne sait pas trop comment ça se passait. Et au poste de cornerback, c'est exactement la même chose. Euh, Ce sont soit des joueurs sans expérience, comme par exemple DJ Warnell, Josh Humphrey ou Devin Kirkwood, mais qui ont du talent et qui n'ont quasiment pas vu le terrain. Et vraiment le seul transfert intéressant pour le poste de cornerback, c'est le transfert de Wyoming Azizi Hearn, qui sera sur sa saison super senior, qui a de l'expérience, mais qui est vraiment pas incroyable. De mémoire, quand j'avais regardé sa fiche de stats, il avait même pas eu une interception en carrière. Donc ça va être quand même très compliqué ce backfield pour les Browns. Voilà pour un point de vue un peu général sur l'attaque et la défense des Bruins. Du coup, Val, la question qu'on peut se poser, c'est si Charbonnet se pète, est-ce que la saison du UCLA, elle n'est pas flinguée, tout simplement, quoi? Je te dis clairement, oui, pour moi, si Charbonnet se pète, c'est fini, quoi. C'est un peu une bête à une tête, parce que tu peux même pas rajouter 10 tiers, puisqu'on sait que c'est un très bon athlète, 10 tiers. Mais si t'as pas un minimum de menace sur les squads de receveurs, donc s'ils n'arrivent pas à se démarquer assez vite dans la saison, les équipes défensives en face, elles vont faire un full run stop quasiment. Donc ils vont mettre le paquet sur possiblement les jambes de Litière, mais surtout sur Charbonnet. Donc il va falloir être très intelligent pour Chip Kelly quand on va voir ça sur le calendrier, mais que dès l'entame de la saison, on essaye de donner un maximum de connexion entre Litière et ses receveurs. Et pourquoi pas, on essaye d'utiliser au maximum et pour brouiller les cartes, Casimir Allen. Parce que sinon, si Charbonnet se pète, c'est fini, quoi. Enfin, c'est pas comme en NFL où tu peux te trouver un autre running back. On parle quand même de college football, donc possiblement
t'as des running backs, mais là on parle de Charbonnet, un des top prospects running back pour la prochaine draft. Donc si tu perds, bah c'est pas, c'est pas ouf. Donc je sais pas ce que t'en penses. Ah non, non, c'est pas dingue. Alors, il y a quelques, on va dire, quelques signes encourageants. Il y a du changement de staff, notamment au niveau des coachs défensifs, donc à voir ce que ça va donner. Euh, UCLA recrute quand même correctement, mais le problème aussi, je pense, Val était d'accord avec moi, c'est l'espèce d'apathie générale autour du programme. On a l'impression qu'il se passe rien, le Rose Bowl, il est vide. Euh, et pas de bol pour eux, USC commence. Enfin, est-ce que USC va redevenir USC? Ça, c'est une autre question, mais USC refait parler de lui. Moi, je me demande si UCLA va pas rester ad vitam aeternam comme ces programmes moyens à tout jamais, alors que bon, il y a tout pour réussir. Ils sont dans le sud de la Californie, c'est quand même Un comment vivier dire, un de. vivier de recrutement, Ouais. voilà, complètement exceptionnel. Tu joues dans un plus gros stade du pays, mais ce stade, il est même pas sur le campus. Tu es à Los Angeles, enfin, où les gens ils ont peut-être autre chose à foutre que regarder du football américain. Enfin voilà, c'est compliqué. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, de tout Écoute, ça, de la situation du UCLA. justement, tu vois, par rapport à ça, je regardais des matchs de 2014 ou 2015, etc. Donc, ils ont quand même connu Josh Rosen, ils ont connu Brett Hundley. Donc, c'était quand même, tu vois, des joueurs, des quarterbacks en tout cas assez importants qui ont amené de la victoire dans le programme de UCLA. Et les stades étaient quand même globalement pleins. Je te dis pas plein à bord, mais il y avait du monde. Et je pense qu'en fait, le problème de UCLA, c'est qu'on va voir en début de saison, on va voir du monde, un peu comme sur le match contre LSU en début de saison passée. Mais si ça perd ou que ça fait bah, comme l'année dernière ou que ça reste moyen, bah, les gens, ils s'en branlent. Comme tu dis, ils ont beaucoup de choses à faire. Donc, il va falloir que. Parce que, quand même, UCLA, il faut pas oublier que, tu vois, c'est quand même une grosse fac sur le basketball. Tout à fait. Et ça peut devenir, ça reste Los Angeles. Il y a quand on prend tous les quarterbacks qui sortent de Californie, les Matt Corral, CJ Stroud, enfin, Bryce Young, tout ça, ça vient de Californie. Tu peux pas me dire, tu peux pas te trouver un mec, un quarterback à faire venir pour entourer, parce qu'on sait qu'un quarterback, ça amène des prospects, et en faire de UCLA une bête à deux têtes, une bête à deux têtes. Parce qu'avec ce qui se passe à USC, bah, UCLA, ça va devenir le petit ref, et ils vont peut-être jamais en sortir de ça. Donc ça va devenir une fac moyenne qui surfe sur des bilans positifs, mais parce que la Pac-12 est plus la défaite, pour rester poli, ces saisons passées. C'est pas ouf, on va dire, le niveau global. Donc j'ai quand même un petit peu peur. À voir comment ça se passe avec la NIL en Californie, etc. Je suis pas trop au courant de ce côté-là Mhm. des États-Unis. Mais il va falloir faire quelque chose quand même, et assez rapidement au niveau du directeur athlétique de UCLA, parce que bah, on peut s'enfoncer très vite. Mais heureusement, dans le college football aussi, on peut sortir la tête de l'eau très vite. Donc, mais bon, il ne faudra Ça va pas vite perdre de temps. d'un côté comme de l'autre. Tu parlais il va falloir gagner et gagner rapidement. Alors ça tombe bien, le calendrier est quand même plutôt cool sur on va dire, les 5 premiers matchs. Il y a Bowling Green, Alabama State et sauf Alabama en match hors conférence. Et Et à après, la maison. il y a la réception, enfin pardon, le déplacement de Colorado et la réception de Washington. C'est quand même, on est d'accord, 5 matchs gagnables ça. Bah écoute, normalement oui, hein. Déjà tu prends les 3 premiers matchs à la maison contre des équipes inférieures qui en plus, bah, sauf Alabama, ils ont perdu quand même plein de joueurs à la draft dernière. Logiquement déjà tu pars sur un 3-0. Donc Dittier, il peut se faire ses petites connexions avec ses receveurs, etc. Le cordeau défensif, il peut faire son taf, se mettre en place. Après, bah, Washington, le problème, c'est qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Si ça part comme la saison passée, bah, ils peuvent gagner. Colorado, c'est pareil, c'est une inconnue, mais normalement, ça devrait gagner. En fait, ils vont profiter un peu, pour moi, comme la saison passée, d'équipes qui sont en reconstruction ou qui sont bah, un peu dans le dur, et ils vont pouvoir sauver un petit peu leur calendrier bah, de cette manière-là, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, je vois une victoire après, donc je vois une victoire contre Stanford, peut-être Arizona. Je vois un bilan de 6-6, moi, à la fin de la saison. Tu vois, un truc. Il y a peut-être California à la fin. Voilà. 6-6, ça me semble bien pour les Bruins. Ils gagneront un match qu'ils ne doivent pas gagner parce que c'est la Pac-12 et ils perdront un match qu'ils ne doivent pas perdre parce que Mm. c'est la Pac-12 aussi, je pense. Ouais, moi je suis parti sur 5-7, mais un 6-6, ça s'envisage. Clairement, il y a les deux Arizona qui seront intéressants à suivre, qui pourront déterminer un bilan positif ou négatif ou neutre.
Mais ouais, je pense, et honnêtement, je pense pas que je vais suivre de fou UCLA la saison prochaine. Eh ben ça marche. Merci Val pour ce petit sur ce petit spot sur UCLA. Voilà, une fac qui est toujours sympa à suivre avec des beaux uniformes. Voilà, ça fait partie aussi Exact. des facs un peu importantes. Alors tu vas parler de basket, hein, c'est vrai que c'est peut-être le plus bleu des Blue Bloods, hein, UCLA en basket, mais c'est vrai que c'est aussi une fac qui a sorti pas mal de bons joueurs dernièrement en college football. Donc voilà, on va suivre tout ça de très près dans une saison qui risque quand même d'être un petit peu compliquée pour les Bruins. Merci Val, bisous à tout le monde et puis à la prochaine. Salut!